que la présentation est affichée, que je dis en même temps que vous parlez. Bien, je voudrais en saluant le public me réjouir d'avoir l'honneur de vous parler de l'intelligence artificielle de la transformation des villes et pratiques urbaines en mettant beaucoup plus d'emphase sur le cas du Cameroun. En même temps, content de prendre la suite du conseil technique du Bordeaux qui a vraiment relevé les défis, les enjeux, insister sur la problématique vraiment ça. L'agencement me convient parfaitement en insistant sur la participation citoyenne. Et donc, le plan de l'exposé présenté là, nous allons suivre les mêmes points qui sont là, en partant des concepts d'intelligence artificielle, puis la démarche, nous allons lancer la démarche à suivre. Qu'est-ce qu'on fait? Quelles sont les actions institutionnelles qu'il faut entreprendre? Et ensuite, on présentera pour montrer que tout ce que nous disons est faisable, quelques projets déjà réalisés au niveau de l'Université de Jean et ailleurs. Et on terminera donc par les risques de cette technologie et quelques défis à relever avant de conclure. Bien, il s'agira d'un exposé sur l'intelligence artificielle. Nous devons faire la liaison directe avec les gens. Donc, ce slide va nous permettre de rappeler simplement que l'intelligence artificielle, ça suppose la capacité d'une machine ou d'un système informatique à exécuter un ensemble de tâches qui d'ordinaire sont réservées à l'intelligence humaine. Et donc, on va pouvoir mettre en œuvre des algorithmes et des programmes intelligents pour analyser des grandes quantités, des quantités gigantesques de données et en même temps permettre à ce programme d'apprendre par expérience à partir de ce qui se fait déjà. Évidemment, on va s'appuyer sur les données, un ensemble de données qui peuvent être collectées pour des données d'origine humaine. Donc, en bref, il s'agit, pour caricaturer un peu, de donner un visage humain aux algorithmes informatiques. Vous allez donc aux villes connectées. On l'a dit tout à l'heure, il s'agit d'utiliser des PIC pour pouvoir améliorer la qualité des services urbains et réduire les coûts durant leur fonctionnement. Évidemment, il y a des concepts similaires, c'est un exposé, il y a des concepts qui sont dans le même sous-ensemble du concept de ville intelligente, tels que vous entendez parler des villes connectées, les cybervilles, les villes numériques, les communautés électroniques, les villes éponges, etc. Donc, tous ces concepts sont pratiquement renvoient au même principe. Et donc, la notion de ville intelligente a été évoquée pour la première fois par le président Bill Clinton, on l'a dit, en 2005, qui était convaincu que les villes sont quasiment déjà intelligentes, mais qu'on devait travailler à les rendre plutôt durables. Et donc, en 2010, progressivement, les grandes structures comme Cisco, IBM ont commencé à voir comment rendre fluide la gestion des grands systèmes, donc tels que les grands systèmes de services tels que le transport, surtout l'énergie, l'eau et autres. Et progressivement, on est passé à la phase une phase citoyenne qui a permis donc, de se rendre compte qu'il faut commencer à tenir compte de la place des citoyens, des habitants de la société, donc en intégrant l'éducation, l'inclusion globale et la gouvernance. Et à la troisième phase, des années 2015, beaucoup d'entreprises, beaucoup de startups ont commencé à offrir des services aux clients, à la population, notamment les taxis connectés, les restaurations, les livraisons de produits, etc. Et donc, dans une approche de ville intelligente, on va en général regarder en termes d'évaluation 6 dimensions.
qui sont présentés là, d'après Rudolph, une dimension économique, une dimension de mobilité, c'est-à-dire la mobilité des personnes dans la communication également, une dimension environnement, une dimension citoyenne, c'est-à-dire liée aux habitants de la ville, une dimension liée au mode de vie, aux habitudes qui doivent évoluer, s'adapter, et une dimension administration. Donc voilà tous les éléments qu'il faut mettre ensemble pour qu'on puisse qualifier une ville intelligente. Évidemment, on n'est pas toujours tenu de réaliser tout cela à 100%, mais c'est la direction à suivre. Et donc, nous arrivons à ce slide qui présente un peu de manière schématique tous les services qu'on va retrouver dans une ville connectée d'après l'Ibérium. Et donc, vous voyez là que tout est connecté, les bâtiments sont intelligents, les routes, les lumières sont intelligentes, les magasins devant sont intelligents, les canalisations d'eau, les parkings sont intelligents, tout est vraiment connecté. Et en même temps, vous voyez qu'on peut contrôler les incendies, les forêts, même les systèmes de soins de santé, les systèmes de soins pour animaux sont connectés. Et même les boissons qui sont transportées pour être bues par la population peuvent être contrôlées de façon automatique. Donc ça c'était, je me rappelle, prochain slide. Et donc, on a insisté sur les villes connectées parce qu'il y a toute une infrastructure derrière qu'il faut déployer pour permettre que les informations et les signaux puissent être échangés entre tous ces piliers que nous avons évoqués tantôt. Ouais, donc, les bâtiments en permanence échangent des informations. Vous allez voir une des applications dans le slide. Les lumières qui vont s'allumer de façon automatique lorsque votre torche est éteinte, ou qui vont briller beaucoup plus avec beaucoup plus grande intensité lorsque la torche est faible. Prochain slide. Alors, une fois que ceci est dit, comment on fait si nous voulons rendre nos villes intelligentes? Quel est le processus que nous devons suivre? Et donc, nous allons présenter au moins 6 étapes qu'il faudrait traverser pour pouvoir réaliser nos projets qui amener, converger vers les villes connectées ou les villes intelligentes. La première étape, c'est qu'il faut comprendre ce que c'est l'intelligence artificielle en général et la notion de ville connectée. C'est ce que nous sommes en train de faire à cette conférence. Et voir ce que cela peut nous procurer au sein de nos villes. La deuxième étape, c'est de pouvoir définir les défis et les opportunités urbaines pour nos villes. C'est-à-dire que si les villes connectées de manière générale offrent 100 services, alors nous allons peut-être voir les 10 services qui nous semblent pertinents pour notre ville, qui peuvent véritablement transformer en immédiat notre ville. La troisième chose, c'est de choisir des priorités qui doivent être axées sur la valeur. C'est-à-dire les avantages réels et tangibles pour notre ville et surtout pour ses habitants. Parce que finalement, on l'a dit tout à l'heure, il faudrait une participation citoyenne et donc il faudrait bien que les habitants adhèrent au projet et soient convaincus que la mise en place d'une intelligence va transformer leur vie positivement. Mais il faut encore rester sur les 10 projets qui nous intéressent, on va peut-être en choisir 5 et ça sera le point de départ. La quatrième étape, c'est évidemment de consulter les spécialistes avec qui on va travailler. Il y a des spécialistes de l'intelligence artificielle, des villes connectées, qui savent créer des modèles, développer des algorithmes et les appliquer au début. On peut s'appuyer également sur les expériences vécues ailleurs. La cinquième étape, c'est de commencer à préparer les données. Il faut préparer les données. Alors ça, c'est le nœud, finalement. Vous allez vous rendre compte que chaque fois qu'on parle d'intelligence artificielle, la question qui revient, qui perturbe et qui embarrasse, c'est la question des données. Aussi bien au niveau des chercheurs, des ingénieurs, des techniciens, que des décideurs. On se rend compte que finalement, les résultats ne sont pertinents que si on les implémente à partir de nos données propres. Je vais revenir en détail là-dessus tout à l'heure. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai souligné le point 5, parce que c'est le cœur de l'ensemble
l'ensemble du processus. La sixième étape, c'est de pouvoir implémenter au moins un projet pilote, s'assurer que ça marche et bien entendu passer à l'échelle de façon progressive. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas embrasser 100 projets en même temps dans un délai, il faut aller progressivement. Ça nous permet d'avoir l'assurance que la technologie est maîtrisée en même temps. Prochain slide. Sur la question de données, qui pour nous doit devenir une priorité, il est question de collecter nos données et élaborer nos propres datasets, c'est-à-dire nos propres ensembles de données, nos propres banques de données qui vont être utilisées par tous ceux qui développeront les applications d'intelligence artificielle ou les applications pour les vidéos connectées. Donc, quelle est la démarche à suivre à ces niveaux? Puisque c'est ça le problème auquel nous sommes confrontés. Et d'ailleurs, puisque nous travaillons de manière globale sur le plan national pour les villes connectées du Cameroun, nous souhaitons que ces démarches rentrent dans le rapport qui va servir de fil conducteur dans le cadre de ce plan national de villes connectées. La première étape, c'est encore de définir les objectifs et cette fois les cas d'utilisation des données. Il s'agit d'identifier le problème. Qu'est-ce qu'on va faire avec les données? Est-ce que nous nous intéressons au trafic, à la pollution, à la sécurité, aux problèmes d'eau, d'électricité? Tout ça, c'est à regarder. Ensuite, qu'est-ce qui peut nous intéresser en termes d'intelligence? Une fois qu'on a identifié ces cas d'utilisation. La deuxième grande étape, c'est identifier les sources. Où est-ce qu'on va prendre les données? On dit oui, on est conscient qu'il faut les données, on a besoin de les, on va les collecter. Et comment on fait pour les collecter? Il faut regarder les possibilités qui nous sont offertes. Il y a des capteurs qui permettent, donc, en termes technologiques, d'être déployés dans une ville. Et donc, ce sont des entités qui vont pouvoir nous fournir des informations en temps réel. Et de manière automatique. On peut s'appuyer sur les données publiques qui sont disponibles au niveau de l'environnement, au niveau du transport, qu'on peut avoir peut-être au niveau de nos ministères. On peut s'appuyer sur les données des utilisateurs qu'on peut obtenir à partir des formulaires d'enquête ou bien des systèmes mobiles. On peut s'appuyer sur les données historiques qui sont déjà dans nos archives, qu'il faudrait tout simplement dématérialiser. La troisième grande étape pour résoudre ce problème de données qui revient toujours, c'est mettre en place l'infrastructure de collecte. Une fois qu'on a fait un choix, il faut mettre en place l'infrastructure proprement dit, c'est-à-dire un réseau de communication avec des capteurs ou alors des terminaux avec des serveurs qui vont recevoir ces données. Ensuite, il faut prévoir des plateformes qui vont pouvoir manager ces données et s'assurer que le stockage est sécurisé. Donc ça, c'est un aspect un peu technique, je ne peux pas insister là-dessus. Et également que les applications qui permettent de manipuler ces données sont sécurisées, c'est-à-dire on peut filtrer les accès. Prochaine slide. Nous aimerions avec la quatrième étape, pour résoudre la question des données qui est très préoccupante, c'est l'utilisation proprement dite des données. C'est-à-dire nous passons à la phase d'analyse. Il faut trouver les meilleurs outils qui permettent d'extraire les informations les plus pertinentes. Vous pouvez avoir 1 milliard d'informations, mais comment trouver l'information qui est la plus parlante? Donc il y a des outils pour cela. Il faut identifier les bons outils. Ensuite, il faut pouvoir présenter, faire parler les données à travers des outils de visualisation. Les tableaux de bord qui vont permettre de vous indiquer voilà dans quel quartier on retrouve le plus d'inondations. Voilà. Il y a des tableaux de bord qui peuvent être conçus et pouvoir permettre aux décideurs d'avoir l'information la plus utile en temps réel. Ensuite, il faut intégrer ces données dans le fonctionnement quotidien de la ville. Il n'est pas question que les outils d'intelligence artificielle aillent à l'encontre de nos habitudes. Non, ils doivent venir comme des assistants, comme des outils d'accompagnement. Donc,
on ne vient pas bouleverser nos habitudes, mais on va améliorer nos habitudes et notre fonctionnement classique. La cinquième bloc d'étape, c'est d'assurer la conformité, la transparence et la confiance. Ça touche un peu des questions juridiques, s'assurer qu'on est conforme aux lois. Les lois peuvent être locales à la communauté, mais peuvent être, dans la plupart des cas, des lois nationales et même internationales. Il s'agit d'assurer la transparence dans le processus, que les gens soient rassurés que ce que nous faisons, ce n'est pas des boîtes noires, non, c'est un processus qui est dans l'intérêt de la population et que les données que les gens vont fournir vont être sécurisées, que la vie privée des gens sera préservée, etc. Et évidemment, il faut faire une évaluation régulière pour s'assurer que les dossiers sont bel et bien atteints ou alors réadapter, être prêt dans un processus de veille technologique à réadapter donc, les solutions aux nouvelles contraintes. Et la dernière grande étape, c'est l'implication des citoyens. On ne dira jamais assez. Il faut que les citoyens soient fortement impliqués dans toute la chaîne, dans tout ce processus, pas à pas, mais aussi et surtout qu'on vulgarise la solution qui a été mise en place. Beaucoup ne savent pas qu'aujourd'hui, vous pouvez vous déplacer dans une ville que vous ne connaissez pas, à partir de votre téléphone, vous déplacer, vous partir d'un point à un autre. Mais ça, c'est l'intelligence artificielle que vous utilisez, parfois inconsciemment. Et donc, si on a ce genre de solutions qui sont bénéfiques, il faut les vulgariser. Prochaine slide. Donc, une fois qu'on a compris l'intelligence artificielle, on a compris à quoi cela peut nous aider dans les villes, on a compris qu'il fallait insister sur la création de nos datasets, c'est-à-dire nos données propres pour pouvoir avancer. Qu'est-ce qu'on fait donc? Quelle est la prochaine étape? Il faut recenser les projets par lesquels on va commencer. Nous nous sommes amusés à proposer des projets sur des questions qui nous semblent prioritaires. La question d'eau se pose toujours. Dans une ville intelligente, on peut imaginer comme cela un système de détection des tuyaux, des canalisations qui sont cassés et pouvoir limiter les pertes et les fuites d'eau. Alors, est-ce qu'on va mettre des capteurs dans les différents tuyaux ou bien faire des capteurs fixes dans la ville pour pouvoir retourner ces informations et agir à distance? Ça, c'est un travail qui donc, interpelle les chercheurs et les ingénieurs. On a fait le même exercice pour l'électricité, pour la sécurité alimentaire, pour la santé, pour citer beaucoup de solutions, pour le ramassage des ordures de façon intelligente. Prochaine slide. Donc, toujours dans notre politique, on a fait également pour les caniveaux qui sont bouchés partout et qui entraînent parfois des inondations, pour la circulation routière, où beaucoup de choses peuvent être faites, la détection des obstacles, etc., la gestion du trafic, et également la question environnementale. Donc voilà à peu près les premiers projets par lesquels nous pourrions commencer. Évidemment, on peut discuter pour améliorer cette proposition. Donc nous nous disons qu'on ne peut pas tout embrasser à la fois, mais il faut bien qu'on commence quelque part. Il y a des actions institutionnelles qu'il faudrait faire pour qu'on puisse aller rapidement vers le programme national, même la mise en œuvre du programme national des villes intelligentes de jour. Il faudrait former des experts. Pour cela, il faut créer des formations vraiment pointues, des masters en intelligence artificielle dans les objets connectés, mais surtout, ça je l'ai même plus dans le slide, des masters en data science, pour que les mémoires d'étudiants soient faites justement sur la création des datasets. Et il faut penser aux mini data centers qui peuvent être localisés et être synchronisés avec les data centers nationaux. Et donc, pour ceci, l'Université de Jean, par exemple, et beaucoup d'autres universités font des choses. Ceci, évidemment, prendrait plus d'ampleur si on travaille de façon mutualisée avec un certain nombre de partenaires. Alors, pour montrer que ce que nous disons est faisable, nous avons recensé quelques projets qui ont déjà été réalisés ou qui sont en cours au sein de nos universités. Nous avons donc cette application de détection des entraves sur les routes, les différentes routes et les nids de boules qui se fait. On va aller rapidement, prochaine slide. Donc nous avons des applications de planification urbaine et de gestion de l'aménagement.
Prochain slide, parce que le temps est trop. Donc on va y aller, prochain slide, allons-y. Directement vers le slide sur la santé, voilà, on s'arrêtait là, le machiniste agricole. Et il y a un projet encore à l'Université de Jean sur la santé numérique, et il s'agit d'un système intelligent de veille sanitaire, donc résultat pour la population. Prochain slide. Il y a une thèse qui a été faite récemment et soutenue en mai 2025 à l'Université de Jean, qui justement propose une nouvelle approche pour optimiser le déploiement des pratiques agricoles dans une ville, aussi bien au niveau urbain qu'au niveau rural. Prochain slide. Donc, avec ce système, on va pouvoir donc mettre en place un système d'aide à la décision utile, aussi bien pour le Cameroun que pour les autres pays africains. Prochain slide. Voilà, allez-y, passez au prochain. Bien, tout ceci ne saurait se faire sans risque, évidemment. Il y a quelques risques liés à l'intelligence artificielle, donc quand on y va, il faut avoir cela à l'esprit pour pouvoir donc ne pas être anticipé sur les solutions possibles. Et donc il y a le premier risque, c'est les biais et discrimination globale, parce que parfois, si on s'appuie sur des règles d'apprentissage automatique qui viennent d'ailleurs, cela peut biaiser les résultats dans notre environnement local. Si on s'appuie sur des données qui viennent d'ailleurs, cela peut être également un problème. Deuxième problème, c'est les erreurs qui peuvent arriver. Ensuite, il y a les questions de sécurité, on a déjà dit, et les questions de dépendance qui présentent également ici. Tout devient intelligent, il y a ce petit risque de dépendance que nous pouvons entrevoir. Ceci impose un certain nombre de défis, évidemment, qu'il faudrait relever pour pouvoir affronter ces risques. Bien. Nous allons donc aller à la conclusion sur les villes intelligentes. Disons, c'est beaucoup plus un concept d'humanisme. Il s'agit d'un cadre commun qui relie plusieurs connaissances d'intelligence artificielle, objets connectés, ingénierie des logiciels, la mathématique, la physique, les télécommunications et bien d'autres. Ceci dans l'optique d'assurer un meilleur processus de construction des villes rurales. Donc il est important, à notre avis, de maîtriser cette opportunité, les enjeux et les défis que constitue l'intelligence artificielle pour notre développement et mettre beaucoup d'accent sur la sensibilisation. C'est pour cela que nous avons fait un certain nombre de recommandations. Donc, je vais en résumer, il y en a 4 qui sont là, je vais aller rapidement. La première porte sur la formation, de manière globale, on a déjà dit. La deuxième porte sur l'investissement. Il faudrait vraiment investir dans l'infrastructure, on l'a dit. La troisième porte sur la question des données, sur laquelle nous insistons toujours. Nous pensons que ça devait devenir une priorité, ou d'ailleurs une priorité nationale et stratégique pour notre pays, c'est-à-dire mettre toute l'énergie qu'il faut pour que les mémoires soient axées sur l'élaboration de notre data sector et que l'État aménage ou améliore un fonds pour appuyer cette initiative de création de notre data sector. Et la dernière recommandation porte sur la collaboration. Tout ceci permettrait évidemment de mieux valoriser nos potentialités et façonner nos vies de demain, nos vies d'avenir, et pouvoir asseoir notre intégration de façon intelligente dans le village digital planétaire mondial en toute confiance. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup pour votre exposé et nous avons eu des échanges, notamment sur les questions de l'applicabilité. On n'a pas le temps de l'examiner, je pense que c'est l'occasion. Donc nous retenons que le rôle de l'intelligence artificielle et comment cela peut nous aider à accompagner. Je vais passer la parole directement à Mme Céline Arnaud de la Fondation Veolia qui va nous entretenir sur le modèle de la Fondation Veolia. La parole. Merci monsieur le modérateur. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de me donner la parole. Je vais donc vous parler de l'optimisation. Vous pouvez me mettre par moi de la présentation. Donc je vais vous parler de comment optimiser la gestion des déchets grâce à la technologie.
partant de la précollecte jusqu'à la disposition finale. Est-ce une utopie ou parlons de réalité? Je vais dérouler mon exposé en partant de cas concrets et en vous montrant quelles sont les technologies qui sont aujourd'hui utilisées dans la précollecte et la collecte, dans le tri, le recyclage, la valorisation des déchets et enfin la disposition finale qui existe toujours et les suivis environnementaux. Des cas concrets, inspirants et surtout réalistes. Commençons par le défi de la gestion des déchets. On constate tous, et ça fait quasiment une semaine qu'on en parle, que les pays en développement produisent de plus en plus de déchets en raison effectivement de la croissance urbaine et de la croissance économique. On se rend compte que les systèmes de traitement, de collecte sont souvent inefficaces, très peu structurés et évidemment très coûteux. Avant de commencer, on va parler de quelques chiffres clés. Selon la Banque mondiale, par an, on produit 2 milliards de tonnes de déchets. Les estimations sont qu'en 2050, on produira 3,4 milliards de déchets dans le monde. Un tiers de ces déchets aujourd'hui produits ne sont pas gérés correctement. En Afrique subsaharienne, plus de 50% des déchets urbains ne sont pas collectés. Ça vous donne un petit peu l'ampleur des défis qu'on a devant nous et évidemment les impacts qui sont des impacts de pollution, des impacts sur la santé publique et évidemment des coûts économiques très élevés. Alors la problématique qu'on a, c'est comment la technologie, qui paraît si loin finalement de notre réalité, comment cette technologie elle peut transformer cette chaîne de la pré-collecte au recyclage pour améliorer la situation de manière réaliste. Prochain slide, s'il vous plaît. Commençons donc par la pré-collecte et la collecte. Qu'est-ce qui existe aujourd'hui? Aujourd'hui, nous avons des suivis par application mobile. Ce qui est absolument incroyable, c'est que si vous vous promenez partout, en campagne ou en ville, vous verrez tout le monde avec un téléphone portable. Maintenant, on est tous connectés. Et ça, c'est extraordinaire. Donc, avec des suivis par application mobile, le premier cas qu'on peut citer, c'est en Côte d'Ivoire, une start-up qui s'appelle Coliba. Elle a connecté les foyers, donc les messieurs et madame tout le monde, avec des entreprises productrices de plastique et des collecteurs via l'application mobile. Le plastique, vous savez, c'est quand même un des gros soucis. On le retrouve partout dans la nature, outre l'impact visuel. Ça met plus de 100 ans à se dégrader dans la nature, évidemment, ça peut plus. Le bénéfice de cette nouvelle start-up Coliba, ça a été un suivi en temps réel et puis un système d'incitation avec des récompenses numériques. On récompense, donc on agit. Un autre cas concret sur le suivi par application mobile qui est important à souligner, il se situe en Colombie, en Amérique latine, s'appelle Recyclic. Qu'est-ce que fait Recyclic? C'est une application mobile qui va, elle, connecter des maisons, des foyers, avec des collecteurs informels. Donc ça va optimiser le trajet de ces collecteurs informels. Et comme bénéfice, qu'est-ce qu'on s'est rendu compte? C'est une réduction des déchets sauvages, des métaux et des pollutions, et beaucoup plus de revenus pour les ramasseurs. Donc un double bénéfice. Slide suivante, s'il vous plaît.